Salut les amis, moi c'est Avi, bienvenue sur ce vlog Finaxis. Aujourd'hui on vous propose une petite vidéo pour bien démarrer avec Git. Alors tout d'abord, pourquoi bien démarrer avec Git? Git c'est une application qui permet de gérer le code source des applications. Okay. Et même pour les informaticiens expérimentés, c'est une application dont l'abord peut paraître un petit peu déroutant. En tout cas, moi, c'est mon expérience de coach. Les informaticiens ont un petit peu de mal à rentrer dans Git en raison de son interface en ligne de commande un peu déroutante, en raison de ses concepts. Et c'est dommage parce que c'est, dans 99% des cas, c'est juste que les choses sont mal expliquées. Et il suffirait de bien les expliquer aux gens pour que tout de suite, on arrive à rentrer beaucoup plus facilement, beaucoup plus librement dans Git et qu'on arrive à en utiliser tout le potentiel. Maintenant, Git, c'est une application qui est extrêmement puissante parce que c'est un peu le point d'entrée de toute la CI et toute la CD. Quand on parle de DevOps aujourd'hui, c'est vraiment extrêmement à la mode. Et donc CI, CD, vous en avez forcément déjà entendu parler. Aujourd'hui, c'est le concept, c'est les grandes transformations sur lesquelles toutes les institutions sont en train d'aller. Et à chaque fois, si vous butez sur Git, vous allez être limité dans votre transformation CI/CD. Alors, pourquoi est-ce que Git, c'est le point d'entrée de la CI et de la CD? D'abord, Git, c'est une application qui a été pensée pour la collaboration entre développeurs. Et donc, sur cette base-là, il y a des petits malins qui ont développé des hubs, donc d'où le nom GitHub, GitLab, Bitbucket. Voilà. Donc, tout ça, ce sont des hubs de code, de partage de code, de collaboration entre développeurs qui utilisent toute la puissance de Git pour justement étendre les fonctionnalités de Git et pour s'interconnecter avec des usines de build, en particulier Jenkins ou GitLab CI en ce qui concerne GitLab, et donc qui vont effectuer toutes les opérations de la CI et de la CD. Donc, comme ce que je vous disais un petit peu avant, les concepts de Git, quand ils sont bien expliqués, ils sont pas si délirants que ça. Au contraire, ils sont même, j'ai envie de dire, logiques, finalement intuitifs. Il suffit juste de prendre le temps de les comprendre. Les lignes de commande, elles, par contre, sont un petit peu plus délicates, d'accord? Elles sont pas intuitives. Donc, l'idée, aujourd'hui, dans cette vidéo, c'est de vous raconter une histoire, l'histoire de deux développeurs qui s'appellent Luc et Leia, qui se travaillent à la SW Incorporated, qui est une société qui fait des avions, d'accord? J'espère que vous avez compris la référence. Donc, Luc et Leia, on va les suivre au travers de la création d'un nouveau projet et on va suivre toutes les opérations Git qui vont leur permettre de gérer ce nouveau projet. Alors, l'histoire, elle est comme ça. Donc c'est une belle matinée d'automne, Luc et Leia reçoivent une nouvelle user story qui leur parle d'un nouveau projet qui s'appelle X-Wing. Dès qu'ils analysent le sujet, ils s'aperçoivent qu'en réalité cette user story là elle est un petit peu trop grosse, il va falloir la sous-découper, la redécouper en sous-tâches et ils commencent à se partager le travail. Alors c'est Leia qui va créer le projet et Luc va travailler sur le module de navigation, voilà, et bon, chacun va travailler dans leur coin sur certaines parties. Ok, donc on commence. Donc pour démarrer le projet, Leia ouvre son éditeur de code préféré. Ici, j'ai pris IntelliJ, mais on peut faire avec ce qu'on veut, hein, en fonction de ce qu'on a besoin de faire. On va plutôt faire quelque chose en Java. Et donc, elle va créer un nouveau projet. Ok. Donc là, Leia, elle a vraiment écrit un minuscule projet, à peine un petit squelette, c'est juste pour démarrer et elle va commencer dès maintenant, dès le début, à partager le petit bout de code qu'elle a écrit de manière à ce que Luc, lui, de son côté, puisse commencer tout de suite à travailler sur le même projet en parallèle d'elle. Alors, pour ce faire, on va utiliser un outil qui s'appelle le Git Bash, d'accord ?
C'est un outil qui est plutôt bien fait. En réalité, c'est un petit shell embarqué qui est livré avec Git, qui vous permet d'émuler les commandes Linux les plus largement utilisées et qui sont très confortables pour les gens qui apprécient ce type de ligne de commande. Sachez que il est tout à fait possible, dans la plupart des cas, d'utiliser Git dans le terminal de votre IDE. Ici, par exemple, dans votre IntelliJ, vous pouvez faire comme ça. L'avantage qu'a le Git Bash, c'est que il est riche en informations au travers d'un code couleur, au travers d'informations qu'il met dans son prompt. Donc, quand on démarre, c'est bien d'utiliser le Git Bash. Ok, pour lancer un Git Bash, très simple, j'ai bien évidemment Git qui est installé sur mon poste. Je me positionne dans le répertoire où se trouve mon projet. Clic droit et ici, Git Bash Here. Donc là, encore une fois, n'oubliez pas, je me positionne dans l'histoire du projet comme si j'étais Leia. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a ici dans mon code? Bon bah voilà, j'ai 3 objets, le POM, un répertoire SRC et un répertoire target, parce que bien évidemment comme j'ai effectué mes tests, ben, ça a compilé, donc ça a créé le target. Donc voilà, maintenant on s'aperçoit quand on tape la commande ls-la qu'en réalité on a aussi d'autres éléments qui sont cachés, en particulier ici ce répertoire .ida que IntelliJ utilise pour son fonctionnement personnel. Donc maintenant, on est prêt à créer un projet Git. Et pour ça, Leia va taper la commande git init. Paf! Et ça y est, c'est ça. Là maintenant, on a créé un projet Git. Donc là, en fait, on a créé un projet qui est vide, mais c'est un projet qui est vide de commit. Il n'est pas nécessairement vide de code. Là, on voit bien qu'on a du code. Mais il n'y a pas encore de commit sur ce projet-là. En faisant le git init, sachez également que Git a créé pour vous une branche initiale qui s'appelle par convention master. Également, Git a créé pour vous un répertoire .git qui est une espèce de base de données dans lequel il va enregistrer tout l'historique de tout ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'en réalité, ce qu'on a créé là, c'est un projet Git à part entière. On n'a pas fait un checkout d'un projet plus gros, on n'a pas créé un bout de truc, on a créé un repository Git à 100% et tout l'historique de ce repository-là va être enregistré dans le répertoire .git. Il est possible de récupérer de l'historique qui provient d'autres repositories, hein, c'est l'intérêt justement de Git, et également de synchroniser, de mettre à jour d'autres repositories Git à partir de celui qu'on a sur notre poste. Donc c'est vraiment tout l'intérêt. Donc à ce niveau-là, Git fonctionne comme un autre gestionnaire de code source, mais la différence en est que ce n'est pas un bout d'un repository ou un checkout d'un sous-répertoire, mais c'est un repository à part entière à 100%. Donc après cette première commande Git qu'on a vue qui s'appelle le git init pour créer un repository, la première commande qu'on va taper s'appelle le git status. Ok, et le git status nous dit un petit peu à chaque étape dans quel état se trouve notre repository. Donc là, bien évidemment, on voit qu'on a une branche qui s'appelle la branche master. Étant donné que c'est la branche par défaut qui a été créée, que c'est la seule branche à l'heure actuelle de ce projet-là, on est nécessairement sur la branche master. Git nous dit qu'il n'y a pas encore eu de commit sur notre repository, ce qui est vrai, pas de problème. Et il nous dit, tiens, une information intéressante, on a des untracked files. Donc les untracked files, c'est tout simplement des changements que Git a vus, qui se sont produits dans notre repository local et qui n'ont pas encore été committés. Il nous propose de faire un git add en lui passant le nom du fichier qui ira après. On verra exactement juste après à quoi peut être utilisée cette commande de git add. Avant de commencer, il faut avoir absolument confiance que si on va committer tout de suite le repository dans l'état dans lequel il est, on va faire une grave erreur parce qu'en réalité, on va committer des choses qui ne nous intéressent absolument pas. Ici, le .ida, c'est un répertoire qui est dédié au fonctionnement local de IntelliJ.
non seulement ce fichier-là, ce répertoire-là ne sert à rien pour le projet, mais en plus de ça, si par exemple Luc décide d'utiliser un autre IDE, un autre éditeur de code, hein, ça risque d'être problématique pour lui d'avoir ce fichier-là, ce répertoire-là sur son poste. Donc il faut trouver un moyen pour que ce répertoire ne remonte pas dans le poste. Et ici, le target, ça c'est un répertoire de code qui est compilé, et on sait parfaitement que le code compilé n'a strictement rien à faire dans Git. Si jamais vous mettez des librairies ou du code compilé, des jars dans Git, c'est quelque part, vous vous êtes planté. Ok, donc le mécanisme que pour lequel Git a opté pour exclure les fichiers indésirables, donc comme le fameux .ida et comme le fameux target, c'est un mécanisme très simple. C'est tout simplement de créer un nouveau fichier à la racine du projet, qu'on va appeler le git ignore, et dans lequel on va lister par expression régulière tous les fichiers qu'on souhaite exclure. Donc ici, tout simplement, on va exclure le .ida et puis le target. Voilà, hop. Maintenant, je refais un git status dans mon git bash et tout à coup, on voit que le .ida et le target ont disparu du git status. Ce qui veut dire tout simplement que ils ne sont plus untracked, ils sont tout simplement ignorés. Et un fichier en fait qui est untracked, il n'est pas ignoré par Git. Git au contraire dit tiens attention, là je détecte quelque chose que je n'ai pas dans ma base de données. Ok, donc maintenant que j'ai tout ça, je vais pouvoir commencer à préparer mon premier commit. Alors ça en fait c'est ce qu'on appelle le git add. Ici, on va faire un git add point. Alors, vous voyez ici que Git vous propose git add et le nom du fichier. En réalité, c'est une commande qui est récursive. Il suffit de mettre git add point pour que tous les fichiers qui se trouvent dans le répertoire coulerant et dans tous les sous-répertoires de manière récursive soient ajoutés. Alors, ajoutés à quoi? C'est-à-dire qu'en réalité, ici, on est en train de préparer un commit. Tous les fichiers qui vont être ajoutés vont par la suite être committé dans Git. Et donc ce statut là, ici, voilà, si je refais maintenant un git statut, hop, on voit que tous les fichiers ont changé de statut, ils sont maintenant déclarés comme new file et changes to be committed. Donc dans Git, il faut savoir que ce statut là, ça s'appelle staged. D'accord? Donc stage qui veut dire en réalité c'est une espèce de préparation à être committé. Et donc si maintenant je tape git commit, okay, en mettant bien soigneusement un message qu'on va appeler le initial commit, pof, tous les fichiers qui sont staged sont maintenant committés, okay, donc ils sont maintenant intégrés, entérinés dans la mémoire de Git. On a même un numéro de commit, okay, qui se trouve ici. Et si maintenant je tape le git statut, hop, j'ai on branch master, c'est bien la branche, nothing to commit, il n'y a rien à committer, working tree clean. Voilà. Donc, ce qui veut dire que on a bien fait notre travail. On a créé le premier commit de notre projet. Parfait. Donc Leia vient de créer son premier commit. Tout est clean dans le projet. Ce qu'elle va devoir faire à partir de maintenant, c'est de partager le projet Git pour que Luc puisse commencer à travailler. Alors, l'histoire du partage, ça se passe bien évidemment au travers d'un hub. Donc, nous, ici, on a choisi d'utiliser GitLab pour comme ça, parce que c'était plus facile de le faire avec GitLab que un autre hub. Mais il faut savoir que le fonctionnement est le même dans les grandes lignes et il va différer très légèrement sur certaines petites subtilités, mais concrètement GitHub, GitLab, Bitbucket sont d'excellentes plateformes de partage de code qu'il faut absolument utiliser. Elles marchent toutes de la même manière, donc voilà, il n'y a pas de raison. Si vous savez en utiliser une, vous savez toutes les utiliser, pas de problème. Donc maintenant, on va dans GitLab et tout simplement, ce que Leia va faire, c'est qu'elle va créer un nouveau repository. Hop, et on va faire create blank project.
pas de problème. Ici, le project name, on va l'appeler Xwing, d'accord. Le project slug, on va aussi l'appeler Xwing. Le projet est privé, yes, why not, ça a l'air très bien. Alors, ce que je fais ici avant de créer le projet, c'est que je décoche le Initialize Repository with README et with Static Application Security Testing, tout simplement parce que ça va créer un commit et donc ça va rentrer en conflit avec le commit que j'ai ici. Il va falloir que je le tire. Pour l'instant, c'est pas ce que je veux vous montrer. Je vais vous montrer les choses les plus simples et on va rentrer progressivement dans la double synchronisation des repositories. Hop, c'est bon, le projet est créé. Donc ce projet, tout simplement, là, il est créé dans mon espace personnel. Bien évidemment, quand on est en contexte d'entreprise, on peut très facilement imaginer que le projet sera créé dans une arborescence, dans une organisation ou dans un projet, dans Bitbucket, qui est propre à l'équipe. Ok, ici on voit que GitLab est quand même assez sympa parce qu'il nous passe plein de commandes qui ont des points de départ différents et qui nous permettent de nous raccrocher au wagon par rapport à ce qu'on veut faire. Ici, nous, on veut pousser un projet Git à partir à partir de mon poste de travail. Donc c'est ici push an existing folder. Ok, très bien. Donc tout ce qui a été expliqué ici a déjà été fait. En revanche, on voit ici une ligne de commande qui s'appelle le git remote add origin et une URL derrière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que ça? D'abord, ici, cette URL, ça, c'est l'URL de mon repository Git au sein du GitLab. D'accord? Donc, encore une fois, ce repository Git ici, c'est un repository Git à part entière qui s'appelle lui aussi Xwing. D'accord? Et ça n'est pas ni une dépendance, ni un maître de mon projet, et moi j'en serai l'esclave ou quoi que ce soit. Ce sont deux repositories Git à 100% à part entière et qu'on va chercher à synchroniser. Sauf que, il y en a un qui est un projet qui est local à mon poste et un qui est un distant. Et donc forcément le distant ici s'appelle le remote, ok? Donc ça c'est le remote, c'est mon projet et qui s'appelle, il porte le nom, on va l'appeler Origin. Origin tout simplement parce que par convention, le projet qui se trouve dans le GitLab, ça va être le projet central. Ok, donc ça va être le projet Origin. Donc projet distant qui s'appelle Origin, d'accord? Voilà. Et donc la commande git remote add, tout simplement, on va l'exécuter dans notre git bash ici, et elle va nous permettre de définir au sein de mon projet local sur mon poste de travail le remote, le projet distant avec lequel je vais souhaiter me synchroniser. Donc là maintenant, j'ai tout ce qu'il faut, je vais pouvoir commencer tout de suite à effectuer mon premier push. Alors si je fais juste ça, Git va la râler tout simplement parce qu'on ne lui a pas défini l'upstream. On lui a dit où était le remote, on lui a dit comment s'appelait le remote, il s'appelle Origin, mais on lui a pas encore dit comment s'appelle l'upstream. L'upstream c'est quoi? C'est la branche sur laquelle on va mapper ma branche locale. La branche sur le remote sur laquelle on va mapper ma branche locale. Et donc pour ce faire, on va faire un git push. Alors on peut faire un copier-coller de la ligne de commande qu'il y a ici. Moi j'aime bien faire plutôt -u origin master. D'ailleurs, c'est la ligne de commande qui est, vous voyez ici. Sauf que eux, la branche maîtresse, ils l'appellent main. Ok. Nous, on garde les conventions traditionnelles Git, on l'appelle master. Bien évidemment, si vous souhaitez appeler votre branche principale main ou trunk, bien à vous, c'est d'ailleurs une option que moi j'envisagerais bien, mais étant donné que ici on est sur un tutoriel et que dans la plupart des cas, traditionnellement parlant, historiquement parlant, on appelle cette branche-là master sur Git, je ne vais pas aller changer les conventions dans un tuto. Hop. J'ai appuyé sur le bouton entrée, et donc là on voit que Git a poussé le commit depuis mon poste sur le projet distant qui se trouve dans GitLab en mappant mon master local sur le master upstream qui se trouve dans le remote qui s'appelle Origin. Si maintenant je retourne dans mon projet GitLab,
et que je le mets à jour, hop, c'est génial. On voit que le projet a correctement été poussé. Ok, alors à ce niveau-là, si vous vous perdez un petit peu dans toutes ces notions entre remote, origin, upstream, prenez votre temps, d'accord? C'est pas grave. Au début, c'est un petit peu... ça prête à confusion. Euh, Tout simplement, pensez que chaque repository Git est un repository à part entière. Vous avez un repository sur votre poste de travail qu'on peut appeler local par convention, ok. Le repository qui se trouve dans le hub, ici dans GitLab, va s'appeler le remote, et on va lui donner un petit nom, on l'appelle origin, d'accord. Donc c'est deux repos, un local, un remote. Le local, il n'a pas spécialement de nom. Le remote s'appelle origin, ok. Et ensuite, eh ben, nous, comme on travaille sur des branches dans Git, on ne travaille que sur des branches, on doit mapper les branches du local avec les branches du remote. Et tout simplement, ces branches remote, on les appelle upstream. Ok, donc si vous allez regarder dans l'article, on s'est amusé, vous voyez qu'ici on a un petit avatar, voilà, c'est une guitare. Dans l'article, on s'est amusé ici à mettre la tête de la princesse Leia, ailleurs on va mettre la tête de Luke Skywalker, donc voilà, c'est un petit peu rigolo, on s'est amusé à faire ça. Moi en tant que coach, vraiment, je vous conseille de soigner un petit peu vos avatars de manière à ce qu'on vous reconnaisse tout de suite. C'est assez important quand on est sur une plateforme collaborative, d'accord, on veut regarder le code des autres. Parfois, il y a beaucoup d'informations et le fait de simplifier ces informations-là, c'est quelque chose de très important. Or, quand un avatar est facilement reconnaissable, c'est une des choses qui permet de simplifier cette information. On voit tout de suite qui a développé le commit en cours. Et donc toujours sur cette lancée de mettre des avatars qui soient visibles et parlants, dans les settings de notre projet, on peut mettre un avatar à notre projet. Donc ici j'ai mis un X-Wing justement, de manière à ce que ce soit facilement repérable. Bon, maintenant ici notre X-Wing il ressemble un petit peu à un insecte, il n'est pas hyper joli, bon. Donc maintenant, la suite de l'histoire. La suite de l'histoire c'est quoi? C'est tout simplement Luke qui va commencer à travailler sur son code. Donc pour faire ça, moi je vais faire quelque chose de très simple, je vais tout simplement changer de répertoire et Git est tellement bien isolé, tellement bien fait que je vais pouvoir faire comme si j'étais un autre développeur alors que je suis sur le même poste de travail. Donc je vais tout simplement créer un autre repository Git à part entière, à 100%, un autre repository Git que je vais pouvoir en quelque sorte berner à lui dire que bon maintenant c'est un autre repository à 100% et il ne va pas s'apercevoir en fait qu'il est sur le même poste de travail. Ce qui est finalement quelque chose de sain puisque ça prouve que l'application isole très bien ces différents repositories. Donc pareil, ce que je fais, c'est que j'ouvre un git bash dans le répertoire et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais devoir récupérer le projet remote du X-Wing. Donc on a bien compris, on fait comme si j'étais donc maintenant sur un autre poste, sur le poste de Luke Skywalker. Et donc maintenant, quelle est la bonne commande pour pouvoir récupérer ce projet? C'est très simple. On va faire la commande qui s'appelle git clone et non pas checkout. Et je vais tout de suite expliquer pourquoi. Ici, dans GitLab, on a un petit bouton clone, d'accord? Et puis on va récupérer le code en HTTPS. Là, je suis connecté en HTTPS, pas en SSH. Et donc là maintenant, je vais pouvoir coller ici l'URL de mon projet et donc j'ai fait la commande git clone. Entrée, hop, et j'ai donc récupéré ici l'intégralité du projet Git qui se trouve dans GitLab, d'accord? Alors, pourquoi git clone et pas git checkout comme on peut trouver dans d'autres applications? Tout simplement, encore une fois, je l'ai dit et je l'ai répété et je le redis encore maintenant, ici, il ne s'agit pas de récupérer une partie d'un projet plus grand ou un petit morceau d'une base de données. Ici, on récupère l'intégralité du repository, c'est-à-dire, en réalité, on va récupérer, on va voir ça tout de suite, hop, ici, vous voyez qu'on a récupéré le petit point Git
ici, et donc qui est cette base de données dont je vous parlais tout à l'heure, et qui, au niveau où on en est rigoureusement le même point Git que celui qui se trouve et dans notre projet GitLab et sur le poste de Leia, puisque Luc n'a encore fait aucune modification au sein de son point Git. Donc là, au sein de son projet Git. Donc là, pour l'instant, on a vraiment des projets qui sont complètement les mêmes. Et étant donné qu'on a récupéré l'intégralité du repository avec son ADN, donc le point Git qui se trouve ici, la commande s'appelle clone. Là, pour une fois, je dois dire que c'est assez parlant. Vous voyez par la même occasion que quand on a changé de répertoire, ici on a fait un CD Xwing, tout à coup le Git bash, et c'est ça un peu l'intérêt du Git bash, a détecté qu'on était sur la branche master. Ok, très bien. Et donc là maintenant, il indique ici cette branche-là un peu partout. Pourquoi je parle de ça maintenant? Tout simplement parce que maintenant, pour pouvoir effectuer un nouveau développement, Luc va créer une nouvelle branche. Bah, pas de problème. C'est maintenant qu'on voit la commande checkout apparaître. La commande git checkout est une commande qui permet de naviguer de branche en branche. Alors comme il n'existe absolument aucune autre branche que la branche master à l'heure actuelle, bah, il faut bien que je crée la branche. Alors pour ça, bon, la commande est pas hyper intuitive, mais donc c'est le checkout-b. Et ok, et donc la feature, on l'appelle ici navigation. Alors on va lui donner un petit ok, on va faire Xwing 1, 2, 3, navigation. Ok, donc ici, implicitement, on a des conventions. D'abord, ici, on sait qu'on travaille sur une branche feature, donc c'est la branche d'un nouveau développement. Ensuite, on a une tâche associée. Alors, soit c'est une tâche Jira, soit c'est une tâche d'un autre issuer. GitLab propose lui-même son propre issuer qui est de bonne qualité, que moi je vous encourage à utiliser si vous n'avez pas nécessairement besoin de quelque chose de lourd comme Jira. Et puis, ici, on met le nom de la fonctionnalité. Donc ici, comme on va développer une fonctionnalité de navigation, eh ben, on va écrire explicitement un descriptif de la fonctionnalité qu'on doit créer. Si il faut être un petit peu plus verbeux, mettre 2-3 mots pour décrire correctement, convenablement la fonctionnalité, on le fait, d'accord? Donc c'est pas une phrase à rallonge bien évidemment, mais vous voyez quand même que le nom de cette branche est un petit peu long, mais il est porteur d'informations, il est lisible, et c'est comme ça que les gens arrivent à se retrouver. Hop! Donc, on a créé une nouvelle branche qui s'appelle feature/xwing 123-navigation et on a par la même occasion switché sur cette branche-là comme il est indiqué ici dans le prompt. Parfait, donc là maintenant, on est sur notre nouvelle branche, on va pouvoir développer. Et voilà, et donc maintenant, tout se passe comme si j'étais dans l'IntelliJ de Luc. Donc voilà, juste pour l'aspect narratif, je vais créer plusieurs commits. Donc tout simplement, on commence toujours par faire un git status. Notre git status s'aperçoit bien évidemment qu'on a deux nouveaux répertoires qui ont été créés, qui sont untracked. Ok, pas de problème. Donc maintenant, on va les passer en staged. Ok. Ok, et on a bien deux nouveaux fichiers qu'on va committer tout de suite. Ok, donc on essaye encore une fois de mettre un message de commit le plus propre possible et le plus clair possible. Ici, on rappelle le numéro de l'issue. Et là, par exemple, un petit message sympa du style create nav module. Ok, on a fait un premier commit. Donc là, maintenant, je vais aller dans l'IDE et je vais rajouter des tâches comme ça de manière un petit peu factice. Parfait. Donc si maintenant je regarde, je vais faire un git log. Et donc le git log va me donner un petit peu tous les commits que j'ai dans mon code. Ici, donc je vois que j'ai le premier commit.
Donc ça, c'est le commit qui a été poussé par Leia, le commit initial. Et ici, les commits que j'ai créés localement, moi, sur mon poste. Donc moi, pour moi, le repo, il est nickel, tout se passe bien. Je fais un git status. Hop. On me dit bien que je suis sur la branche feature X-Wing 1, 2, 3 navigation et que j'ai rien à committer, que le working directory est clean. Et donc maintenant, il va falloir que je soumette mon code. D'accord. Maintenant que ma fonctionnalité, je suis assez content et je pense qu'elle est de bonne qualité, premièrement, je vais souhaiter la partager. Et donc pour ce faire, je vais commencer par faire un git push -u, donc on va définir l'upstream, d'accord. Et l'upstream s'appelle, bien évidemment, dans notre cas, il va porter le nom de la feature. Alors, voilà. Et donc là, je vais pousser et en même temps, hop, j'ai fait une petite erreur. Voilà. Et voilà. Donc là maintenant, j'ai poussé mon projet et en même temps j'ai créé l'upstream sur lequel j'ai poussé mon projet. Donc là maintenant qui s'appelle, qui porte le même nom que ma branche locale. Donc là, si je vais sur mon projet dans GitLab, merveille, hop, ici, je vois que j'ai maintenant cette branche feature qui n'existait pas avant et qui maintenant existe. Et j'ai des trucs assez sympas dans GitLab. En particulier, par exemple, si je vais aller regarder dans le repository, ok, je vais pouvoir, ici, j'ai un écran avec les différentes branches. Donc je vois que j'ai deux branches, une branche feature et une branche master, avec le dernier commit qui a été poussé sur chacune de ces branches, le moment où il a été poussé. Parfait. Et le truc qui est très sympa, c'est que aussi j'ai une fonctionnalité de graphe qui peut me faire un résumé de tous les commits qui se trouvent. Donc ici, commit poussé sur la branche master, et ici, tous les commits qui sont sur la branche feature. Alors là, comme ça peut paraître un petit peu surprenant parce qu'on voit que la branche master et la branche feature sont dans la prolongation l'une de l'autre, mais en réalité, ça l'est pas puisque tous les commits de la branche master, c'est-à-dire que pour l'instant il n'y en a qu'un seul, se trouvent tous sur la branche feature. Donc là, pour l'instant, en fait, l'arbre des commits, c'est une ligne droite tout simplement. Ok, très bien. Donc là, Luc a poussé son projet sur GitLab, sur le projet Git qui se trouve dans GitLab. Il a poussé son code, pardon, sur son upstream dans GitLab. Mais maintenant, bien évidemment, si on en reste là, il ne va pas se passer grand-chose. Donc l'intérêt à partir de maintenant, ça va être qu'on va vouloir merger le code de Luc sur la branche master, où là, le code va être effectif. Alors dans l'article, vous allez voir, je dis que Luc va sur l'écran des branches et qu'à partir de là, il crée ce qu'on appelle une merge request. Ici, en fait, on va utiliser une autre méthode. Juste comme ça, on va pouvoir voir plusieurs méthodes. On a une fonctionnalité assez sympa dans Git où il nous propose directement de créer une merge request. Alors, une merge request, qu'est-ce que c'est ? Il faut savoir que le terme merge request, c'est un terme qui est propre à GitLab, mais dans les autres hubs de la communauté, c'est ce qu'on appelle une pull request. Alors, qu'est-ce que c'est que ce terme ? Merge request, pull request, même combat, c'est la même chose. Tout simplement, on va bien évidemment interdire à Luc de merger son code directement depuis sa branche de feature vers la branche de master. Il nous faut absolument un mécanisme qui va nous permettre de valider, de s'assurer que le code de Luc est de bonne qualité. Et donc ça, c'est le mécanisme qui s'appelle la merge request. On va faire une requête pour merger depuis la branche feature vers la branche master. Je clique sur Create Merge Request et donc voilà, j'ai une merge request qui se crée de façon assez magique. Ici, avec des informations, tout d'abord son titre. Alors ici, elle ne fait que reprendre le nom de ma branche. Bien évidemment, je peux peut-être modifier, enjoliver un petit peu ce titre de manière à ce qu'il soit un peu plus lisible. Ici, bien évidemment, on peut mettre toute une description. On peut expliquer un petit peu ce que fait notre code. Et puis, on a un deuxième écran qui va dire, voilà, là, assign to me, donc
la merge request m'a été assignée. On peut choisir un reviewer, on peut donner ici un jalon, un milestone, un label, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Là, il y a des options qui sont absolument fondamentales. La première option, c'est de supprimer la branche de feature une fois qu'elle va être mergée sur le master. Ça, c'est une option qui est cochée par défaut dans GitLab et qui est un petit peu une option de survie, parce que si on oublie de supprimer les branches après les avoir mergées, à la fin, on se termine avec une forêt de branches qui est complètement ingérable, et comme on a peur de supprimer les branches parce qu'on ne sait pas à qui elles appartiennent, on ne sait pas si elles sont toujours actives ou pas, et ben les branches restent là et ça pollue, ça pollue, ça pollue, ça pollue et ça pollue encore votre projet. Et ici, on a un super truc qui s'appelle Squash Commit when merge request is accepted. Ok, et donc tout simplement ici, on voit que notre gentil Luc a fait 3 commits, d'accord. Et ces 3 commits, en réalité, bon, create nav module, ok, test nav et where am I, c'est pas nécessairement des commits qui m'intéressent. L'important, c'est que le module de navigation a été créé. Donc en fait, moi, ce que j'aimerais faire, c'est de tous ces commits là, j'aimerais bien les réunir en un seul, les condenser en un seul commit. Donc en anglais, c'est squash, ça veut dire écraser, d'accord. Donc on va écraser tous les commits en un seul, de manière à pouvoir faire un changement qui sera un changement unitaire en termes de commit. Un changement, un dev, un commit, et éventuellement un développeur, d'accord. Donc ici, la fonctionnalité squash commit when merge request is accepted, donc va me permettre de condenser tous ces commits ensemble. Bien évidemment, c'est au moment où la merge request est acceptée, au moment où on va fusionner, que les commits sont squashés, tout simplement parce que il n'est pas évident que la merge request soit acceptée tout de suite. Peut-être qu'il y a des modifications à faire, peut-être qu'il y a des standards qui n'ont pas été acceptés, peut-être que le reviewer a des propositions à faire qui vont encore améliorer le code. Et donc ça va générer de nouveaux commits, et donc si on squash trop tôt, ben, on sera obligé de squasher derrière. Donc c'est important de squasher le plus tard possible. Ok, parfait. Donc create merge request. Hop. Et donc là, on a notre écran de merge request qui ça se ressemble un peu partout. Il y a un peu les mêmes fonctionnalités un peu partout dans tous les hubs, que ce soit GitHub, GitLab ou Bitbucket. Celui de GitLab est particulièrement bien fait, mais concrètement, on a plus ou moins les mêmes fonctionnalités. Ici, Modify Commit Message. Hop, donc le commit message sera feature Xwin 123 navigation. Peut-être qu'on pourra mettre create navigation module. C'est un petit peu plus parlant. Voilà. Ici, le merge commit message. Donc ça, ici, il faut bien comprendre. On a 2 commits ici. Là, on a le commit du développeur, le commit de Luc, qui va être squashé. Et ici, on a un deuxième commit. On a le commit du merge sur la branche master. Donc celui-là, c'est assez standard. Ne le touchez pas parce que c'est quelque chose qui va se reproduire dans tous les GitLab ou tous les GitHub. Donc c'est des messages qui sont complètement standardisés. Donc, si vous commencez à vous amuser à les modifier, vous risquez d'être embêté si jamais vous voulez créer des jobs automatiques ou de recherche dans les commits, vous serez un petit peu embêté. Donc ça, c'est notre écran de merge request avec 3 onglets. Donc le premier onglet, c'est l'overview, c'est l'onglet qu'on vient de voir. Ici, l'onglet commit, d'accord ? Donc on voit un petit peu l'historique de tous les commits et qui a fait ces commits-là. Donc on voit tout de suite que on arrive tout de suite à reconnaître le développeur parce que son avatar est bien clair. Et ici, le plus important de tout, c'est les changes, ok, où ici, GitLab nous propose un véritable explorateur de code qui nous permet de naviguer, not pun intended, dans le code de manière à pouvoir regarder quelle est la nouveauté par rapport à ce qui existait avant. Et le truc qui est très sympa, c'est que ici on peut aussi laisser des commentaires. Donc voilà, imaginez donc que ça c'est Leia qui va lui dire You're hopeless.
Luc. Voilà, qui va se moquer un petit peu de lui. Hop. Et add comment now. Ok, pas de problème. Alors, ces commentaires qu'on peut rajouter dans GitLab, ils sont tellement pratiques que justement, on peut créer toute une conversation. On peut faire un reply ici. Donc, c'est voilà, si Luc il veut lui dire par exemple que not at all, hein, il n'est pas content de ce commentaire qu'il a reçu de la part de sa sœur. Voilà, il peut lui répondre comme ça. Et add comment now, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc, on va voir un petit peu ici toute la conversation qu'il y a eu entre les différents développeurs. Et en particulier, une fonctionnalité qui est sympa, c'est que si jamais il y a des commentaires qui n'ont pas été résolus, parce que les commentaires en réalité on les fait pas simplement pour se faire plaisir, on le fait parce qu'il y a des choses à modifier à l'intérieur du code. Donc on peut paramétrer GitLab de manière à ce que si il y a des commentaires qui n'ont pas été résolus, on empêche le merge. Donc ça rentre dans le processus de validation. C'est quelque chose qui est très bien fait. Et donc ici, on peut cliquer sur Resolve Thread. Et donc, ce Resolve Thread dira tout simplement, bah, c'est bon, là le commentaire qui a été là, il a été géré et finalement le reviewer a accepté le commentaire en question. Et donc, suite à ça, une fois que le développeur, celui qui a soumis la merge request, s'est conformé à toutes les recommandations du reviewer, et ben, le reviewer, lui, va pouvoir tranquillement aller merger la merge request de cette manière. Donc là, ici, il se passe plein de choses. Hop, on a mergé. Le code est maintenant intégré sur la branche master. La branche de feature a été détruite. Hein, si je vais ici dans le repository, hop, je vois que je n'ai plus qu'une seule branche, plus de branche feature. Ok. Et si je vais dans le graphe, donc là maintenant encore, très sympa, on voit que le graphe n'a plus du tout la même tête qu'avant. Ici, on voit bien qu'on a la branche master qui est représentée ici en rouge. Ici, on voit bien quels ont été les développeurs qui ont participé, quels ont été les développeurs, et on voit aussi les messages de commit et les messages ici, ce que je vous disais, on va avoir le commit métier et le commit de merge, ok, et on voit que le commit métier a été fait sur une branche de feature, et c'est ça aussi la chose qui est assez intéressante en conservant dans le nom du commit un minimum d'informations, c'est parce que on voit quel était le nom de la branche dans le message du commit. Si on se rapporte maintenant au repository, on voit bien évidemment que le code source comporte maintenant un nouveau répertoire qui s'appelle nav avec le code de Luc à l'intérieur sur la branche master. Ok, donc une dernière commande maintenant. Leia, elle, quant à elle, elle va avoir besoin du code qui a été développé sur le poste de Luc. Donc, comment est-ce qu'elle va pouvoir faire ça? Eh bien, tout simplement, ici, moi je suis maintenant dans le projet de Leia et je vais vouloir synchroniser mon projet local, ma branche master, avec le code qui a été pushé sur le master local. Donc très simple, ici on fait git pull, tout simplement, et on voit que on a bien récupéré le code de Luc. On voit ici les deux fichiers qui ont été créés par Luc, la navigation et la navigation test. On doit certainement avoir quelque part le message de commit ici. Alors attends. Voilà. Ici on a le message du commit. Ici, donc ça c'est le dernier commit qui a été récupéré et qui est le message du commit de merge, okay, qui est bien le dernier commit qui a été fait sur la branche master. Alors, une fois qu'on a fait ça, ben, on n'a pas quand même complètement fini de travailler parce que le poste de Luc n'est pas encore complètement propre. Ici, on voit que Luc, lui, ben, il est toujours sur sa branche feature.
Et pour une bonne raison, c'est parce que toutes les opérations de merge, de suppression, de squash, toutes ces choses-là ont été faites sur le Git remote, celui qui se trouve dans GitLab. Mais comme je vous disais, donc ce sont deux repositories à part entière qu'il faut synchroniser, mais qui sont indépendants l'un de l'autre. Et donc le poste de Luc, lui, n'a pas encore vu qu'il y a eu des modifications qui se sont opérées sur le projet Git qui se trouve dans GitLab. Donc lui, ce qu'il va devoir faire maintenant, c'est mettre à jour son projet par rapport aux modifications qui ont été faites dans GitLab. Et donc là, pour ça, la première chose qu'il va faire, c'est qu'il va se mettre sur la branche master. Donc on va faire un git checkout master, donc la fonctionnalité qui permet de naviguer de branche en branche. Hop, donc là maintenant on est bien sur notre branche master, ici le git bash nous le dit, et on va pouvoir git branch-d supprimer la branche de feature qui se trouve sur le poste de Luc, de la même manière qu'elle a été supprimée du GitLab distant. Hop, pas de problème. Ici, il y a un petit message de warning, tout simplement, qui nous dit attention, les refs ont été modifiés parce que les refs sur l'origine ont été modifiés par rapport aux refs qui se trouvent dans la branche locale. Ce qui est complètement normal, puisque en réalité, les commits sur l'origine ont été les commits sur le remote ont été squashés. Donc en fait, sur la branche feature, avant qu'elle soit mergée avec la branche master sur le remote, les commits ont été squashés. Donc maintenant, il dit que les refs ne sont plus les mêmes. Pas de problème. Moi, si je fais un git branch, okay, c'est la commande qui me permet de lister les branches. Hop, je vois que j'ai plus master. Donc il a quand même supprimé la branche. Il s'est pas pris la tête. Ok, et donc dernière chose, maintenant, il faut récupérer le code qui a été fusionné sur le master. Là, si je fais comme ça un git status, ok. Alors, il nous dit que tout est à jour, que la branche, elle est up-to-date avec Origin Master. C'est totalement faux. Si maintenant, je vais sur la branche master du projet de Luc, hop, je m'aperçois que je n'ai pas les fichiers de navigation. Les fichiers n'y apparaissent tout simplement pas. D'accord ? Je suis bien sur la branche master, mais je n'ai pas encore récupéré les modifications qui ont été faites sur la branche master. Pour ce faire, il faut que je me fasse un git pull, pof. Et donc là, on voit qu'on a bien récupéré les commits qui ont été mergés sur le master. Et donc, ici, on a bien le commit de merge. Et donc, là, j'insiste, le projet Git de Luc se trouve rigoureusement dans le même état que le projet Git qui se trouve dans le GitLab et le projet Git qui se trouve sur le poste de Leia. Bien évidemment, on ne parle pas ici, on ne dit pas ici si Leia, elle, entre-temps, a fait des modifications sur son poste ou non. Si elle les a fait, on ne les aurait pas encore. Ok ? Et donc tout simplement, maintenant on voit sur le poste de Luc que les fichiers de navigation sont apparus alors que tout à l'heure ils n'y étaient pas. Ok, on s'arrête là pour cette vidéo. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a appris quelque chose. Il faut garder en tête que les commandes qui ont été montrées ici sont des commandes de base et que dans la plupart des cas, on va se retrouver dans des situations où on va avoir à gérer du code en concurrence, d'accord? Donc c'est ça la grande force de Git. Le code en concurrence avec les commandes qu'on a vues là maintenant et avec les pratiques qu'on a vues là maintenant, on n'est pas encore complètement capable de le faire, mais par contre si on n'a pas compris et maîtrisé les commandes qu'on a vues dans cette vidéo là, on ne sera pas capable d'aller à l'étape d'après et faire la gestion de code en concurrence. Donc pour l'instant voilà, une vidéo introductive qui sera suivie d'une deuxième vidéo, j'espère en tout cas, donc pour véritablement naviguer dans le grand bain à faire du Git et gérer toutes les situations possibles, en particulier avec les merges et les conflits de code voilà, sur les postes et dans le GitLab.
et je vous dis à la prochaine.